Chapitre 43. Belzébuth expose ses vues sur le processus périodique de destruction mutuelle des hommes. Lorsque Belzébuth, Hassin et Aoun furent revenus du Djamdjampal et eurent repris leur place habituelle, Hassin, se tournant à nouveau vers son grand-père, lui dit « Cher grand-père, grâce à tes explications détaillées sur différents épisodes du processus d'existence des êtres tricérébraux de la Terre, j'ai acquis une conception claire et une compréhension suffisante de leur singulier psychisme. Cependant, une question se pose encore en moi au sujet de l'une de ces particularités que je ne peux pas m'expliquer et qui me paraît illogique, même en tenant compte de la surprenante étrangeté de ce psychisme. Mes pensées reviennent sans cesse à cette question embarrassante et même pendant que nous célébrions au Djamdjampal le mystère sacré, elle ne s'en détachait pas. Toutes les explications relatives au processus d'existence des êtres terrestres tricérébraux d'âge responsable m'ont bien fait voir que si la plupart d'entre eux, surtout depuis la troisième perturbation transapalnienne, ne disposent plus guère que d'une raison purement automatique, ils peuvent cependant, à l'aide de cette seule raison, faire preuve d'une telle ingéniosité qu'ils sont plus ou moins capables de constater sur leur planète toutes sortes de lois de la nature, selon lesquelles ils inventent même certaines commodités pour leur existence ordinaire. En même temps, dans tous tes récits, passe, comme un trait rouge, le rappel de cette particularité propre à eux seuls, qui est le besoin périodique de se détruire mutuellement. Et voilà, cher grand-père, ce que je ne peux pas comprendre. Comment se fait-il qu'existant depuis si longtemps, il n'ait jamais pris conscience et continue à ne pas se rendre compte de l'horreur de cette particularité? Se peut-il que ce processus ne leur soit jamais apparu comme le plus terrible de tous les fléaux qui puissent exister dans l'univers entier, et qu'après en avoir pris conscience, jamais ils n'y réfléchissent, ni ne tentent de découvrir quelque moyen de le déraciner? Je t'en prie, cher grand-père, explique-moi pourquoi il en est ainsi, et quels sont, parmi les divers aspects que présente l'étrangeté de leur psychisme, ceux qui déterminent cette particularité. Ayant dit, Hassin leva sur son cher grand-père un regard empreint d'un intense désir de savoir. En réponse à la question de son petit-fils, Belzébuth le considéra en silence avec un sourire plein de remords, puis soupira profondément et dit « Eh, mon cher enfant, cette particularité constitue, avec tous les résultats qu'elle entraîne, la principale cause de leur anomalie, et notamment de tout leur brouillamini logique. » Après une nouvelle pause, il reprit. « Soit, je t'aiderai à comprendre cette question, d'autant plus que je t'ai déjà promis de te l'expliquer en détail. Mais par égard pour le développement de ton pensée actif, je ne t'exposerai pas mon opinion personnelle à ce sujet. Je me contenterai de te communiquer le matériel indispensable pour une confrontation logique afin de favoriser en toi la cristallisation des données qui te permettront de te faire une opinion individuelle sur la question. Tu m'as demandé, entre autres, s'ils n'avaient jamais réfléchi à cette tendance abominable, qui n'appartient qu'à eux. Bien sûr, comment n'y aurait-il pas réfléchi? Comment ne l'auraient-ils pas vu? Certains de ces êtres tricérébraux y pensent, même souvent, et comprennent parfaitement, malgré l'automatisme de leur raison, que cette tendance à la destruction réciproque périodique est une horreur inimaginable et une infamie telle qu'on ne peut même pas lui appliquer de nom. Malheureusement, leurs réflexions n'aboutissent jamais à rien. En effet, si quelques rares êtres réfléchissent parfois sérieusement à la question et font à son sujet certaines constatations sensées, jamais celles-ci ne se propagent largement ni ne pénètrent dans le conscient des autres êtres, et cela en raison de l'absence d'une organisation planétaire commune soumise à une directive unique. D'ailleurs, les possibilités qu'ont les êtres terrestres de réfléchir sincèrement à de pareilles questions sont vraiment misérables. Tu dois savoir que dès le début de leur existence responsable, du fait des conditions d'existence éthrique anormalement établies là-bas, leur psychisme de veille devient tel qu'ils ne peuvent penser sincèrement aux choses, ni les voir sous leur vrai jour, que si leur estomac est à ce point rempli de première nourriture éthrique, que ces nerfs mobiles ne peuvent plus bouger, ou comme ils disent, s'ils sont tout à fait rassasiés, et que si, d'autre part, ils ont pleinement satisfait, pour le moment donné bien entendu, tous les besoins indignes d'êtres tricérébraux déjà inhérents à leur présence et qui en sont devenus les facteurs dominants. Or, ces mêmes conditions anormales d'existence ne permettent pas à tous les êtres de satisfaire de tels besoins,
Aussi pour cette raison et pour d'autres encore, la plupart d'entre eux ne peuvent-ils pas penser sincèrement, même s'ils en ont le désir, et ne peuvent-ils voir ni sentir la réalité. C'est pourquoi la sincérité de pensée et la sensation de réalité sont devenues depuis longtemps un luxe des plus rares, inaccessible à la majorité des êtres de ta planète. Seuls ont la possibilité d'assouvir leurs besoins jusqu'à satiété certains êtres importants, détenteurs de pouvoir, et ce sont eux précisément qui, de par leur situation, pourraient agir, sinon pour détruire ce mal, du moins pour le diminuer tant soit peu. Mais ces êtres importants, détenteurs de pouvoir, qui ont la possibilité d'assouvir leurs besoins jusqu'à satiété et qui pourraient faire quelque chose, ne font absolument rien, et cela pour de toute autre raison. Une fois de plus, la principale de ces raisons est ce moyen funeste fixé dans le processus de leur existence éthrique ordinaire et qu'ils nomment éducation. Ce moyen funeste est appliqué là-bas, pendant l'âge préparatoire, à tous les jeunes êtres et en particulier à ceux qui deviendront presque toujours par la suite des détenteurs de pouvoir. Or, du fait que ces futurs détenteurs de pouvoir ne mettent pas à profit le temps fixé par la grande nature pour la préparation des données correspondant à une existence responsable méritoire, mais le gaspillent à développer en eux les propriétés résultant de leur fameuse éducation, lorsque ces jeunes êtres atteignent l'âge responsable et entreprennent de remplir leurs obligations, ils n'ont naturellement aucune donnée pour manifester une réflexion logique et se montrent incapables de toute relation impartiale envers ceux de leurs semblables qui sont placés sous leur pouvoir par la volonté des conditions environnantes. En raison de cette éducation anormale, non seulement rien ne se dépose en eux qui les mette en mesure de comprendre et de réaliser quoi que ce soit d'effectif, mais bien au contraire, il apparaît graduellement en eux de nombreuses conséquences des propriétés du maudit organe Kunda Buffer, inventé par le grand ange, aujourd'hui archange, Louisos, et celle-ci, se transmettant par hérédité d'une génération à l'autre, se cristallise dans le psychisme de ces malheureux pour y devenir des fonctions organiques. Les plus répandues de ces conséquences sont celles qui existent aujourd'hui là-bas sous les noms d'égoïsme, partialité, vanité, amour-propre, et ainsi de suite. À ce propos d'ailleurs, notre sage Mullah Nasreddin donne de ces importants détenteurs de pouvoir la très intéressante définition que voici. Le degré d'importance de ces gens dépend uniquement du nombre de leurs corps aux pieds. Ainsi donc, mon enfant, ceux de tes favoris actuels, qui ont la possibilité de se gaver à volonté et de satisfaire pleinement tous leurs autres besoins, et qui pourraient faire quelque chose pour lutter contre l'emprise de ce mal terrible sur leur planète, ne profitent même pas, lorsqu'ils sont rassasiés, que leurs besoins sont satisfaits et qu'ils sont vautrés sur leur moelleux divan anglais, afin de bien digérer, comme on dit là-bas, de ces moments si favorables à une pensée sincère, mais s'abandonnent simplement à leur funeste Dieu, auto-tranquillisateur. Et comme il est impossible à tout être tricérébral de l'univers, et par conséquent à tout être de ta planète, d'exister sans le processus de pensée, et qu'en même temps tes favoris veulent être libres de s'abandonner à leur funeste Dieu intérieur, auto-tranquillisateur, ils sont peu à peu passés maîtres dans l'art de penser automatiquement, sans aucun effort éthrique de leur part. Il faut leur rendre justice. En cela, ils ont atteint la perfection, et actuellement leur pensée s'écoule dans toutes les directions, sans aucune tension volontaire de quelque partie de leur présence que ce soit. Par exemple, lorsque, repus et satisfaits, ces importants détenteurs de pouvoir sont étendus sur leurs inévitables divans, leur pensée associative, dont le déroulement ne saurait cesser, ne recevant d'impulsion que des réflexes de leur estomac et de leurs organes sexuels, vagabonde librement dans toutes les directions, comme bon lui semble, avec autant de désinvolture que si elle flânait le soir à Paris, le long du boulevard des Capucines. Lorsque l'un de ces détenteurs de pouvoir se prélasse sur son moelleux divan, il se pense en lui des choses de ce genre. Comment me vengerais-je de mon ami Gontran, qui a lorgné avant-hier la femme que j'aime, non de l'œil droit, mais du gauche? Ou bien cet important détenteur de pouvoir ressasse tout en digérant. Pourquoi n'est-ce pas mon cheval qui a gagné hier aux courses? Ou encore, pourquoi certaines actions qui en réalité ne valent absolument rien montent-elles de jour en jour à la bourse? À moins qu'il ne se mette à rêver. Si j'avais été à la place de Paul Durand, qui a inventé un nouveau procédé pour multiplier les mouches et faire de l'ivoire avec leur squelette, avec tout l'argent que j'en aurais tiré,
j'aurais fait ci, et puis ça encore. Et non pas comme cet imbécile qui, tel le chien du jardinier, ne mange pas lui-même son os et ne laisse pas les autres le manger. Il arrive d'ailleurs parfois sur Terre que certains importants détenteurs de pouvoir pensent soudain, par hasard, non plus sous l'influence des réflexes de l'estomac et des organes sexuels, mais sincèrement et très sérieusement à quelques questions relatives à ce terrible problème. Mais ces sincères réflexions se produisent elles-mêmes la plupart du temps de manière automatique, pour des raisons extérieures accidentelles. Par exemple, l'existence d'un de leurs proches a pris fin brutalement au cours du dernier grand processus de destruction. Ou bien quelqu'un les a gravement offensés, un autre les a attendris, soit en leur accordant une grande faveur, soit en leur faisant un don auquel ils ne s'attendaient pas, ou encore ils sentent en toute certitude s'approcher la fin de leur propre existence. En pareil cas, si l'un de ces détenteurs de pouvoir réfléchit sincèrement au mal terrible qui sévit sur sa planète, il s'indigne chaque fois de tout son être, et bien entendu, dans cet état, il se donne sa parole d'entreprendre et de réaliser coûte que coûte tout ce qu'il faudra pour qu'un tel fléau ne se reproduise plus. Mais voici le malheur. Dès que l'estomac de cet être, sincèrement indigné, commence à se vider, ou dès que ses impressions extérieures sont tant soit peu effacées, il oublie aussitôt la parole qu'il s'est donnée et se remet de plus belle, consciemment ou inconsciemment, à faire tout ce qui suscite d'ordinaire l'apparition de ces processus entre les communautés. Il arrive très souvent là-bas, mon enfant, que ces êtres détenteurs de pouvoir s'efforcent d'une manière tout à fait involontaire, ou parfois à demi intentionnelle, de tout faire pour hâter un nouveau processus de destruction réciproque. Il arrive même qu'ils rêvent de voir ce processus prendre la plus grande ampleur possible. Et ce besoin monstrueux apparaît dans leur psychisme anormal parce qu'ils attendent de ces processus certains profits égoïstes, espérant même avec leurs pensées dégénérées que plus grande sera l'ampleur du processus, plus considérables seront les profits qu'ils en tireront pour eux ou pour leurs proches. Il arrive cependant là-bas que certains de ces importants détenteurs de pouvoir s'unissent pour fonder une société spéciale en vue de trouver ensemble, puis de mettre en pratique, quelques moyens d'abolir cette particularité. Lorsque je quittais pour toujours ce système solaire, on parlait beaucoup sur ta planète de la constitution d'une nouvelle ligue. Il me semble qu'ils avaient l'intention de l'appeler Société des Nations. J'ai dit nouvelle parce qu'ils fondèrent maintes fois là-bas des sociétés de ce genre qui finirent toujours par mourir de la même étrange manière, c'est-à-dire sans agonie. Je me rappelle très bien l'apparition d'une de ces sociétés dans la ville de Samonix, au pays de Tikliamwish, qui était alors considéré comme le principal centre de culture de tous les êtres tricérébraux de ton originale planète. Pour la première fois, des êtres importants de la plupart des communautés du continent d'Asie s'assemblèrent en cette ville, dans l'intention d'élaborer un accord général, afin que ne surgissent plus, entre les différentes communautés asiatiques, de causes qui puissent déclencher de tels processus de destruction réciproque. Cette société avait pour devise « Dieu est là où n'est pas versé le sang de l'homme ». Mais en raison de leurs divers buts personnels, égoïstes et vaniteux, ces importants détenteurs de pouvoir en vinrent à se quereller et retournèrent chez eux sans avoir rien accompli. Plusieurs siècles après Tikliamwish, une de ces sociétés apparut encore sur ce même continent d'Asie, dans le pays alors appelé Mongol Plantsura, et cette société avait pris pour devise « Aime ton prochain, tu seras aimé de Dieu ». Cette société, n'ayant donné elle non plus aucun résultat positif, termina son existence de la même manière. Puis, une société semblable se constitua dans le pays qui porte aujourd'hui le nom d'Égypte. Elle avait cette fois pour devise « Apprends d'abord à créer une puce avant d'avoir l'audace de tuer ton prochain ». Plus tard encore, une autre société fut fondée dans le pays de Perse, sous la devise « Tous les hommes sont d'essence divine, mais qu'un seul d'entre eux soit tué par un autre, et tous seront réduits à néant ». Tout récemment encore, il y a 4 ou 5 siècles à peine, une dernière société fut constituée sur le continent d'Asie, dans la ville nommée, je crois, Mosulopolis. Cette société fut appelée « La terre appartient au Créateur commun. Elle est également libre pour toutes ses créatures ». Mais bientôt, une dispute ayant éclaté parmi ses membres, elle changea de nom et porta par la suite, avant de disparaître, celui de « La terre n'appartient qu'aux hommes ». Les membres de cette société, la terre est également libre pour tous,
auraient peut-être pu accomplir quelque chose de sensé, d'abord parce que leur programme de base était réalisable, ensuite parce qu'ils étaient tous, sans exception, des êtres âgés et honorables, qu'ils avaient acquis beaucoup d'expérience et n'avaient donc plus la moindre illusion sur tout ce que peut en général apporter une existence planétaire ordinaire. Aussi avaient-ils beaucoup moins de ces propriétés nommées égoïsme, vanité et autres, qui font d'habitude s'effondrer toute association de ce genre. En fait, quelque chose de réel aurait pu sortir de cette société, et cela avant tout parce qu'il n'y avait parmi eux pas un seul détenteur de pouvoir, pas un seul de ces êtres qui, poussés par leurs desseins égoïstes et vaniteux, finissent toujours, quelles que soient les acquisitions de la société de caractère planétaire général dont ils sont membres, par les expédier, avec force accompagnement musical, vers le fameux cochon de notre Mullah Nasser-Eddin, qui engloutit tout ce qu'on lui donne sans l'ombre de cérémonies de salon. Les seules affaires publiques qu'épargnent parfois, surtout de nos jours, ces importants détenteurs de pouvoir, sont celles dont ils peuvent attendre des gains considérables, soit pour eux personnellement, soit pour les êtres de leur caste. Certes, les tâches entreprises par toute société de ce genre pourraient donner de bons résultats pour tous les êtres de leur planète, sans distinction de caste, mais dès que de petites difficultés surgissent dans les affaires de la société, ou, comme on dit, dès qu'une crise s'y déclare, ces tâches ennuient aussitôt les êtres terrestres détenteurs de pouvoir, et, à leur seule mention, au seul souvenir qu'ils en ont par association, une grimace de souffrance apparaît sur leur visage. Les travaux des êtres qui avaient nommé leur société « La Terre appartient au Créateur commun », elle est également libre pour toutes ces créatures, ne menèrent à rien, eux non plus, bien que ces êtres aient fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans les conditions qui règnent presque toujours sur cette incomparable planète. Je t'en parlerai un peu plus tard et même de manière détaillée, parce que les informations relatives à l'écroulement de cette société, fondée par tes favoris pour tenter de déraciner ou tout au moins d'affaiblir cette criminelle propriété implantée en eux, mettront fort bien en lumière l'étrangeté de leur psychisme et te serviront de matériel pour comprendre les principales causes objectives de ces épouvantables processus de destruction mutuelle. Pour en revenir à la Ligue qui vient de se constituer là-bas, comme je te l'ai dit, en vue d'établir et de réaliser pratiquement des mesures susceptibles de mettre fin sur leur planète à ces terribles processus, Ligue qui s'appellera, s'appelle déjà Société des Nations, si tu veux connaître mon opinion sincère, je suis plus que certain que cette fois encore il n'en sortira rien, et cela pour deux bonnes raisons. La première ne te deviendra claire que vers la fin de mon récit, et la seconde est que cette propriété a déjà pénétré dans la chair et dans le sang des êtres tricérébraux de la planète Terre. Et puisque rien n'a pu être accompli par tes favoris des époques passées, qui, lorsqu'ils atteignaient l'âge responsable, parvenaient au moins sous le rapport de l'être à ce que l'on nomme le rappel de soi, rien ne pourra donc être inventé ni réalisé par des êtres tels que les membres de cette société, qui ne possèdent d'autres raisons que celles de la plupart de leurs contemporains, et ne se perfectionne que jusqu'au degré défini en ces termes par notre Mullah Nasser-Eddin. Regarde, il s'est déjà distingué mon mot de papa. Sans doute ces importants détenteurs de pouvoir, qui sont ou qui seront membres de cette nouvelle société, n'arriveront-ils consciemment à rien. Par contre, ils retireront inconsciemment de cette entreprise un profit personnel considérable et des plus utiles, car cette société officielle leur fournira une excuse très plausible pour entortiller à coup sûr leur patronne, en d'autres termes leur femme, leur maîtresse, leur belle-mère, ou encore quelques vendeuses de l'un de leurs grands magasins. Grâce à cette nouvelle source de richesse officielle, ils pourront désormais en toute tranquillité passer le temps au milieu de leurs amis, importants détenteurs de pouvoir comme eux, et dans les nombreux 5 o'clock internationaux qui ne manqueront pas d'être organisés sous prétexte d'affaires, devant servir le but de leur importante société officielle, loin des coups d'œil silencieux mais terribles de leur vigilante patronne. Ces sociétés d'êtres détenteurs de pouvoir apparaissent ordinairement vers la fin d'un de leurs grands processus de destruction réciproque, et presque chaque fois de la manière suivante. Tout d'abord, certains d'entre eux, ayant personnellement subi au cours de ce processus des pertes sensibles, celles-ci continuent par inertie à exercer une influence sur leur présence générale, engendrant dans le fonctionnement de leur psychisme une combinaison telle que les données déposées en leur subconscient pour y susciter l'impulsion éthrique de conscience morale participent d'elles-mêmes au fonctionnement du quotient automatique qui leur est depuis longtemps déjà devenu habituel. Autrement dit, la combinaison dont rêvait le très saint Ashiata chez Yimash
pour tous les êtres tricérébraux de cette infortunée planète, s'opère d'elle-même dans leur psychisme. Ainsi donc, mon enfant, lorsque ces êtres détenteurs de pouvoir se rencontrent et discutent longuement de cette terrible propriété, ils en viennent peu à peu à la voir presque sous son véritable jour, et un désir sincère apparaît en eux de faire tout leur possible pour anéantir cette épouvantable horreur qui sévit sur leur planète. Dès lors, si ces êtres détenteurs de pouvoir à la conscience ressuscitée, qui voient et sentent la réalité presque sous son véritable jour, se rencontrent assez souvent pour avoir les uns sur les autres une influence durable, ils finissent par s'unir pour chercher ensemble un moyen de réaliser leur sincère désir. Tel est le point de départ habituel de toutes les sociétés de ce genre. Ces êtres obtiendraient peut-être en fin de compte quelques résultats bienfaisants si, par malheur, d'autres importants détenteurs de pouvoir n'entraient bientôt dans ces sociétés pour prendre part à leur activité. Et ces derniers participent aux travaux de ces sociétés, non pas parce que chez eux aussi la conscience morale a parlé, loin de là, mais tout simplement parce qu'étant eux-mêmes de hauts personnages, ils sont tenus, selon les conditions anormalement établies d'existence ordinaire, de devenir membres de toute société importante. Or, lorsque ces autres détenteurs de pouvoir entrent dans ces sociétés et commencent à prendre part à leurs travaux, ils manifestent dans toute sa splendeur la propriété dont je t'ai parlé, c'est-à-dire qu'avec leur but personnel, égoïste et vaniteux, ils ont au fait de jeter par-dessus bord toutes les tâches déjà accomplies par les êtres à la conscience ressuscitée et de faire un magistral croc-en-jambe aux premiers fondateurs de ces sociétés. C'est pourquoi ces sociétés, fondées pour le bien commun de tous les êtres de la planète, meurent bien vite, et meurent, comme je te l'ai déjà dit, sans agonie. Sur les résultats effectifs que peuvent donner toutes les bonnes tentatives de ces êtres importants, notre estimable Mullah Nassereddin a encore une très sage sentence. Les siècles nous ont appris que les ânes de Karabagh ne chanteront jamais comme des rossignols, pas plus qu'ils ne réprimeront leur noble passion pour les vrais charbons chouchouignants. À ce propos, je crois opportun de t'apprendre que pendant mes longs siècles d'observation, attentive des êtres tricérébraux de la planète Terre, je n'eus pas une seule fois l'occasion de remarquer, parmi les membres de ces sociétés qu'ils fondent là-bas de temps à autre en vue de trouver un moyen d'assurer aux masses une existence heureuse, des êtres possédant une raison plus ou moins objective, bien qu'un certain nombre de tes favoris, comme je te l'ai déjà dit, parviennent à ce résultat par leurs efforts persévérants vers le perfectionnement de soi. Les observations que je fis pendant mon dernier séjour me permirent de comprendre, entre autres, pourquoi les êtres possédant une raison objective n'entrent jamais dans ces sociétés. Pour appartenir à l'une de ces sociétés, il faut avant tout être quelqu'un d'important. Et dans les conditions d'existence anormalement établies sur Terre, seul est tenu pour important celui qui a beaucoup d'argent ou qui devient célèbre parmi les autres êtres de là-bas. En fait, depuis un certain temps, seuls deviennent célèbres et importants les êtres chez lesquels la fonction sacrée nommée conscience morale étrique fait entièrement défaut. Or, étant donné que dans la présence des êtres, cette fonction sacrée est toujours en relation avec tout ce qui représente en soi et qui est la raison objective, les êtres qui ont en eux la raison objective ont également toujours la conscience morale. Par conséquent, ils ne deviendront jamais importants parmi les autres. C'est pourquoi les êtres doués de raison pure n'eurent et n'auront jamais la possibilité de faire partie de sociétés formées d'êtres importants, détenteurs de pouvoir. Bref, mon enfant, on peut fort bien appliquer à cette question certaines sentences formulées un jour par notre cher Mullah Nassereddin. C'est une vraie malédiction. Si tu tires sur la queue, la crinière s'embourbe. Si tu tires sur la crinière, c'est la queue qui s'embourbe. Quoi qu'il en soit, tes favoris contemporains veulent de nouveau trouver quelques moyens d'anéantir cette épouvantable particularité qui s'est déjà enracinée en leur psychisme aussi solidement que les conséquences des propriétés de l'organe Kunda Buffer. Et bien entendu, les membres de la Ligue actuelle que l'on nomme Société des Nations s'efforcent d'y parvenir par toutes sortes d'accords et de règlements de leur invention, analogues à ceux qu'avaient tenté d'établir à cette même fin les êtres des temps anciens, c'est-à-dire grâce à des moyens et des procédés par lesquels, à mon avis, il est absolument impossible d'aboutir aujourd'hui à quoi que ce soit de positif. Une telle entreprise peut cependant, de nos jours, leur être d'un grand profit, mais exclusivement pour leurs inévitables journaux, pour leurs conversations de salon,
et bien entendu pour les nombreuses affaires asnamousiennes de leurs spéculateurs en bourse. Actuellement, l'état de choses est tel, en ce qui concerne ce mal terrible, que la destruction totale, immédiate, de cette monstrueuse propriété qui a déjà pénétré, comme je te l'ai dit, dans leur chair et dans leur sang, est une tâche non seulement insensée pour leur misérable raison, mais d'une façon générale presque impossible. Et cependant, mon enfant, bien que les membres de cette Ligue planétaire commune, appelée Société des Nations, soient privés de la raison objective propre à la présence de tous les êtres tricérébraux ayant atteint l'âge responsable, ils auraient peut-être pu, eux-mêmes, parvenir à des résultats positifs dans la tâche principale qu'ils s'étaient proposée, s'ils ne s'étaient souciés que de la solution et de la réalisation des problèmes qui restent dans les limites de leurs compétences et de leur pouvoir. Mais connaissant leur manière de faire, je suis certain qu'ils ne s'occuperont pas des questions accessibles à leur compréhension. Ils voudront tout faire et croiront tout faire pour que ces processus de destruction réciproque cessent aussitôt et pour toujours. S'ils se rendaient vraiment compte de tout leur être, de l'horreur objective de ces processus, et désiraient sincèrement éliminer ce mal de la surface de leur planète, ils pénétreraient bon gré mal gré l'essence même de ce problème et comprendraient que pour décristalliser une propriété fixée dans leur psychisme depuis des centaines de siècles, quelques décades ne sauraient suffire. S'ils le comprenaient, ils ne tenteraient pas de décider ni de réaliser quoi que ce soit dans ce domaine pour le bien de leurs contemporains, mais consacreraient toute leur attention, toute leur force et toutes leurs possibilités à travailler en vue du seul bien des êtres des générations futures. Par exemple, au lieu de chercher midi à 14 heures, ou, comme l'on dit là-bas, de jouer les Don Quichotte, pour obtenir d'un seul coup l'arrêt total de ces processus, ils s'efforceraient de déraciner la croyance qui s'est fixée dans leur existence ordinaire au sujet des bienfaits qu'apporteraient deux de leur conception. Autrement dit, ils aboliraient la coutume d'exalter certains participants à ces processus, d'en faire des héros et de les récompenser par des honneurs en leur distribuant des décorations, et ils supprimeraient au moins cette fameuse branche de leur science asnamousienne, inventée par quelque être boutonneux, dans laquelle il est négligemment prouvé que la destruction réciproque périodique est tout à fait indispensable sur Terre, car sans elle il y aurait un intolérable surcroît de population, entraînant de si terribles crises économiques que les êtres hommes s'entre-dévoreraient. S'ils parvenaient à faire disparaître la première de ces conceptions, déjà solidement fixées dans le processus de leur anormale existence éthrique ordinaire, ils anéantiraient à jamais plus de la moitié des facteurs automatiques qui prédisposent le psychisme des adolescents à céder à cette propriété singulière de toujours tomber dans l'état particulier qui leur est habituel pendant ces processus. Quant à la suppression de la seconde, elle leur permettrait d'épargner aux êtres des temps futurs certaines de ces innombrables idées idiotes qui ne cessent de surgir là-bas, idées qui, transmises de génération en génération comme d'incontestables articles de foi, sont pour beaucoup, dans la formation en leur présence, de propriétés dont aucune ne convient aux êtres tricérébraux de notre mégalocosmos, et parmi lesquelles il y en a une qui les fait douter de l'existence de la divinité. C'est ce doute qui entraîne pour eux la disparition presque entière de certaines données qui devraient absolument se déposer dans la présence de tous les êtres tricérébraux et dont la totalité engendre l'impulsion nommée sensation instinctive des vérités cosmiques, ressenties par tous les êtres, fussent-ils unicérébraux ou bicérébraux, toujours et partout dans l'univers. Mais pour le malheur de tous les êtres terrestres ordinaires, ces importants détenteurs de pouvoir venus de toutes les parties de ta planète ne s'occuperont pas de telles questions, qu'ils regardent comme étant au-dessous de leur dignité. Où irait-on si tout à coup ces membres importants, d'une société si importante, allaient s'occuper de problèmes si négligeables? En général, puisque chez la plupart de tes favoris contemporains, les données propres à permettre une manifestation individuelle ont complètement cessé de se cristalliser, et que ces êtres tricérébraux se manifestent sous la seule dictée des conséquences des propriétés de l'organe cundabufaire, les affaires qui sont dans les limites de leur compréhension et de leur pouvoir ne les intéressent en aucune façon, tandis qu'ils sont toujours prêts à intervenir quand il s'agit de résoudre des questions qui sont de beaucoup supérieures à leur raison. Du fait de ce trait de leur original psychisme, s'est constitué en eux, au cours des 20 derniers siècles, un autre besoin psycho-organique des plus étranges. La principale manifestation de ce besoin psycho-organique consiste en ce que chacun d'eux se croit absolument obligé
de faire entendre aux autres la voix de la raison, ou, comme ils disent, de les mettre sur le bon chemin. Sais-tu, mon enfant, en te parlant de ce singulier trait de caractère qu'ils possèdent tous sans exception, l'idée me vient qu'il serait désirable de te donner, à propos de leur étrange psychisme, un conseil analogue à celui que tu reçus de notre vieil Aoun vers la fin de mes explications sur leur fameux art contemporain. Il te recommanda, entre autres, s'il t'arrivait, pour une raison quelconque, d'exister sur la planète Terre et de te mêler à ces étranges êtres tricérébraux, de toujours être très prudent avec les contemporains du type représentant de l'art, afin de ne jamais les offenser et de ne pas te faire d'ennemis mortels parmi eux. Notre cher Aoun, qui songeait alors à leurs nombreuses faiblesses telles que l'amour-propre, l'orgueil, la vanité et bien d'autres, t'indiqua parmi ses propriétés spécifiques celles qu'il convenait de chatouiller dans chaque cas. Il t'expliqua même en détail comment leur parler et ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils soient toujours bien disposés à ton égard, ne disent jamais de toi que du bien, et te louent en tout lieu et en toute occasion. Je n'ai rien à redire à ce conseil qui est certainement idéal pour le type d'être dont il a parlé. Les actuels représentants de l'art ont été comblés des propriétés spécifiques énumérées par notre Aoun, et si tu sais chaque fois les chatouiller, ils seront en adoration devant toi, et se manifesteront à ton égard comme de vrais esclaves osclaïens. Mais bien que ce conseil soit très sage, et même indispensable à qui veut exister parmi eux, personnellement je ne le trouve pas pratique pour toi, et il ne l'est pas, d'une part parce que tous les êtres de la terre ne sont pas des représentants de l'art, et que ce conseil ne saurait donc s'appliquer à tous sans exception, d'autre part parce qu'il te serait malaisé de te demander et de te rappeler dans chaque cas laquelle de ces innombrables faiblesses il convient de chatouiller. Je t'enseignerai donc un grand secret de leur psychisme, en insistant sur certaines particularités qui, si tu sais t'en servir, pourra provoquer chez chacun d'eux la manifestation que t'a signalée Aoun. Si tu veux tirer profit de cette particularité pour agir sur eux, non seulement tu auras d'excellentes relations avec tous, mais tu seras même capable, connaissant ce secret, de t'assurer une heureuse et tranquille existence, aussi bien quant à la possession des signes monétaires indispensables, que du point de vue de ces autres commodités terrestres, dont notre cher maître définit le goût et la bienfaisante signification par ces seuls mots. Un rayé de rose. Sans doute, as-tu déjà deviné, mon enfant, que mon conseil, ou le secret dont je vais te faire part, porte sur ce besoin psycho-organique de faire entendre aux autres la voix de la raison et de les mettre sur le chemin de la vérité. Cette propriété spécifique, qui apparaît en leur psychisme, cette fois encore en raison des conditions anormalement établies d'existence éthrique ordinaire, devient partie intégrante de leur présence lorsqu'ils atteignent l'âge responsable. Tous, sans exception, éprouvent ce besoin psycho-organique, les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, et même ceux qu'ils appellent des avortons. Ce singulier besoin provient lui-même d'une autre de leurs propriétés qui consiste en ceci. Chacun d'eux, à partir du moment où il acquiert la capacité de distinguer entre sec et mouillé, enivré de ses mérites, cesse pour toujours de voir et d'observer ses propres anomalies et ses propres défauts, pour ne plus voir et observer que ceux des autres. Aujourd'hui, chacun de tes favoris a pris l'habitude d'enseigner à ses semblables des choses dont il n'a encore jamais eu la moindre notion, même en rêve. Et le plus comique est que si les autres ne l'écoutent pas, ou ne font pas mine de vouloir l'écouter, non seulement il s'en offensera, mais il ira même jusqu'à ressentir en son fort intérieur une sincère indignation. En revanche, si l'un de ces autres consent à apprendre de lui ce qu'est la voie de la raison, ou tout au moins fait mine de vouloir l'apprendre, non seulement il aimera et respectera cet autre, mais il se sentira lui-même au comble de la satisfaction et du bonheur. Remarquons d'ailleurs que c'est là le seul cas où tes favoris peuvent parler des autres sans haine et sans critique. Or donc, mon enfant, voici mon conseil. Si pour une raison ou pour une autre, tu devais exister parmi eux, aie toujours l'air de vouloir apprendre d'eux quelque chose. Agis de la sorte même avec leurs enfants. Tu auras alors d'excellentes relations avec tous et seras considéré dans chaque famille comme l'ami le plus estimé de la maison. Souviens-toi toujours qu'en raison de la présomption résultant de cette propriété spécifique, n'importe lequel d'entre eux, si nul soit-il en lui-même par son essence, regarde de bien haut avec mépris les attitudes et la conduite des autres, surtout si elles vont à l'encontre de ses vues subjectivement constituées.
En ce cas-là, comme je viens de te le dire, ils s'estiment offensés et ressentent en eux-mêmes une sincère indignation. Remarquons à ce propos que du fait de cette propriété, tes favoris ne cessent de s'indigner des défauts de leur entourage et rendent ainsi leur propre existence, déjà bien assez affligeante et anormale sans cela, objectivement insupportable. Ces perpétuelles indignations font que l'existence éthrique ordinaire de ces malheureux s'écoule presque toujours en des souffrances morales stériles, et ces vaines souffrances morales, agissant très longtemps par inertie sur leur psychisme, de manière semdzekzianonalienne, ou, comme on l'aurait dit sur ta planète, de manière déprimante, finissent par les rendre instraourniens, ou nerveux, bien entendu sans aucune participation de leur conscient. Dès lors, dans le processus de leur existence ordinaire, ils perdent toute retenue, même dans les manifestations éthriques qui n'ont rien à faire avec les causes initiales de cette instrouarnie. À elle seule, cette propriété qui consiste à s'indigner des fautes des autres a rendu peu à peu leur existence archi-tragicomique. Par exemple, tu peux voir à chaque pas des tableaux de ce genre. L'un d'entre eux est littéralement tombé sous la pantoufle de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a perdu devant ce quelqu'un la seule chose qu'ils acquièrent au moyen de leur funeste éducation, en d'autres termes, le masque sous lequel ils cachent très habilement aux autres leurs défauts intérieurs et extérieurs. Eh bien cet être qui est sous la pantoufle de sa femme, ou de sa maîtresse, ou de quiconque l'aura percé à jour, et qui est ainsi devenu l'esclave servile de l'un ou l'autre de ses patrons, s'indigne plus fort que tous les autres si quelque empereur ne se montre pas capable de tenir sous sa loi des dizaines ou des centaines de milliers d'êtres de sa communauté. Le plus curieux est qu'en général ce sont précisément ces farceurs terrestres, tombés sous la pantoufle de quelqu'un, qui rédigent pour leurs semblables des traités dans lesquels ils indiquent par le menu tout ce qu'il faut faire et comment il faut s'y prendre pour bien gouverner les autres. Ou encore, si l'un de ces êtres contemporains, dont le cœur tombe dans les talons, à la vue d'une souris qui s'enfuit sous ses pieds, apprend que quelqu'un a perdu contenance en face d'un tigre, il sera pris d'une héroïque indignation, le condamnera devant ses amis, et prouvera l'écume à la bouche que c'est un misérable lâche, et même un criminel d'avoir eu peur d'un tigre de rien. Et là encore, tous les livres et traités consacrés à ce qu'il faut faire et à ce qu'il ne faut pas faire quand on rencontre un tigre ou quelque être analogue sont rédigés par ces héros terrorisés par des souris. Ou bien l'un de ceux qui collectionnent par dizaines les maladies chroniques, dont l'estomac par exemple ne fonctionne plus pendant des semaines entières, dont le corps est couvert de toutes sortes de vilains boutons et qui naturellement souffre jour et nuit, bref, un être qui n'est depuis de longues années qu'un musée anatomique ambulant de toutes les maladies existant sur cette planète, s'indigne plus que tout autre si quelqu'un attrape par mégarde un rhume de cerveau. Et ces musées anatomiques patentés instruisent les autres avec beaucoup d'autorité sur la manière de se débarrasser de ces rhumes. Ils écrivent même toutes sortes de livres et de manuels sur de multiples maladies et leurs divers traitements. À chaque instant là-bas, on peut observer des absurdités de ce genre. L'un d'eux, qui ne sait même pas à quoi peut bien ressembler l'être minuscule appelé puce, qui si souvent le pique, écrit un épais volume où organise des conférences populaires pour expliquer que la puce dont la morsure a fait enfler le cou d'un certain empereur, connu dans l'histoire sous le nom de Nauklang, avait sur la patte gauche une anormale excroissance rouge, amarante, de forme particulièrement étrange. Et cet expert en puce, qui écrit un épais volume sur la petite excroissance rouge amarante de la puce dont la morsure a fait enfler le cou du vénérable empereur Naokang, ou qui, pendant toute une soirée, fera sur ce thème une conférence populaire, s'offensera et sera même saisi d'une violente indignation si quelqu'un ne le croit pas et lui exprime ses doutes en face. Et il s'indignera surtout de ce que pareil ignoramus n'ait encore jamais entendu parler des vérités qu'il lui communique. En vue de satisfaire cet étrange besoin psycho-organique, tes favoris, pour ne pas souffrir, doivent avoir au moins une victime offerte à leur enseignement. Mais chez ceux d'entre eux qui, par des manifestations de ce genre, ont acquis dans leur milieu une certaine autorité, et par la force croissante de l'habitude sont devenus de grands effrontés, l'appétit augmente et exige un nombre de victimes de plus en plus grand. En fait, mon enfant, il suffirait à tout être normal d'observer pareil tableau qu'on rencontre à chaque pas sur ta planète, dans l'existence de ces étranges êtres cérébraux, et d'étudier sérieusement ses propres perceptions pour acquérir une ample connaissance de toutes les branches de la science objective. D'ailleurs,
S'il t'arrive un jour d'exister parmi eux et d'être témoin de ces manifestations éthriques incongrues, tu auras beau connaître la cause de ces incongruités, tu ne pourras t'empêcher de rire intérieurement. En même temps, de tout ton être, tu seras pris de pitié pour ces malheureux, et à ton rire intérieur viendra d'elle-même s'associer une tristesse palnasourienne de l'essence. Cette particularité du psychisme des êtres terrestres tricérébraux s'est développée au plus haut degré chez ceux qui appartiennent à la caste à laquelle on donne le nom d'intelligentsia. Le mot intelligentsia traduit la notion que nous définirions par l'expression « force en soi ». Bien que pendant de nombreux siècles ce terme ait gardé là-bas à peu près le même sens, aujourd'hui il favorise l'emploi, sans en être le moins du monde incommodé, pour désigner les êtres qui représentent exactement le contraire de ce que ce mot veut dire. Le mot intelligentsia vient de la langue grecque ancienne. Il est intéressant de noter que ce mot était aussi en usage chez les anciens Romains, qui l'avaient emprunté au grec, non pour son sens, mais pour sa consonance. Ils s'imaginèrent ensuite que la racine du mot appartenait à leur propre langue. Chez les anciens Grecs, ce mot désignait les êtres qui s'étaient perfectionnés au point de pouvoir donner à leurs fonctions une direction conforme à leur volonté, contrairement à ce qui se passe en toute formation cosmique non spiritualisée, dont l'action n'est jamais qu'une réaction à des causes extérieures. On rencontre encore parfois, il est vrai, sur ta planète, des êtres qui répondent plus ou moins au sens de ce mot, mais seulement parmi ceux qui sont considérés par la majorité comme non intelligents. À mon avis, si la classe que l'on nomme là-bas intelligentsia était appelée tout simplement mechanicensia, ce serait peut-être plus juste. Et ce serait plus juste non seulement parce que les êtres appartenant à l'intelligentsia ne peuvent plus donner aucune direction à leurs fonctions éthriques, mais parce qu'en eux se sont déjà tout à fait atrophiées les données suscitant dès leur venue au monde des impulsions d'initiative de l'essence pour leur existence éthrique ordinaire, données que la grande nature dépose en la présence de tous les êtres tricérébraux. Pendant leur existence responsable, les êtres appartenant à l'intelligentsia ne se manifestent ou mieux n'agissent automatiquement que lorsqu'ils reçoivent du dehors des chocs accidentels ou intentionnels qui seuls leur donnent la possibilité d'une expérience et d'une animation adéquate, en déclenchant le déroulement de séries d'associations liées à des impressions antérieures fortuites, automatiquement perçues, associations tout à fait indépendantes de leur propre désir ou de leur volonté. Ces chocs extérieurs leur sont en général donnés, premièrement par les objets animés ou inanimés qui tombent par hasard dans la sphère de leurs organes de perception visuelle, deuxièmement par les êtres de toutes sortes qu'ils rencontrent, troisièmement par les sons ou les mots qui les atteignent, quatrièmement par les odeurs qu'ils perçoivent, ou encore par les sensations inaccoutumées qu'ils éprouvent de temps à autre au cours du fonctionnement de leur organisme, c'est-à-dire de leur corps planétaire, et ainsi de suite. Mais jamais leurs manifestations extérieures, ni les impulsions éthriques intérieures qui devraient dépendre des directives de leur moi éthrique, n'obéissent à leurs propres désirs venant de leur présence entière. Je dois te dire encore que certains êtres terrestres, appartenant à l'intelligentsia, dont les manifestations psychiques, après avoir subi diverses modifications au cours de leur existence responsable, ont déjà pris des formes bien établies et familières à leur entourage, ne sont plus désignés par les autres êtres sous le nom collectif d'intelligentsia. On leur donne d'autres noms composés de plusieurs mots, ou plutôt de plusieurs racines de mots tirées eux aussi du grec ancien, tels que bureaucrate, plutocrate, théocrate, démocrate, zébrocrate, aristocrate, et ainsi de suite. Le premier de ces noms, celui de bureaucrate, est donné aux êtres de l'intelligentsia, chez lesquels les séries d'associations automatiques déjà fixées, et qui engendrent en eux des expériences bien déterminées, sont en nombre limité. Et par suite, chez ces bureaucrates, les chocs reçus du dehors, aussi variés soient-ils, suscitent des associations se rapportant toujours aux mêmes expériences, associations qui, à force de se répéter, acquièrent un caractère spécifique et se manifestent de manière tout à fait indépendante, sans participation d'aucune partie éthrique, isolément spiritualisée, de leur présence générale. Quant au second de ces noms, celui de plutocrate, il est attribué aux êtres qui, après certaines transformations de leur psychisme, se sont montrés capables, au cours de leur existence responsable, d'entortiller artistiquement tous les honnêtes, ou pour mieux dire naïfs, compatriotes, qu'ils ont rencontrés et de devenir ainsi propriétaires d'une grande quantité d'argent et d'esclaves, comme ils disent.
Sache à ce propos que ce sont ces types terrestres qui ont donné le plus d'individuum à Snamous. Pendant mon séjour sur Terre, j'appris par hasard, au cours de mes recherches sur la question qui m'intéressait, le secret de l'origine de ce mot de plutocrate. Comme je te l'ai déjà dit, pendant les derniers 25 siècles, toutes les notions et les choses suspectes ont été désignées par des mots appartenant à la langue grecque ancienne. Ainsi, ces noms de bureaucrates, aristocrates, démocrates, etc., exprimant des notions suspectes, sont composés eux aussi de deux mots grecs anciens. Par exemple, le mot bureaucrate est composé de bureau, qui signifie chancellerie, et de crate, qui signifie tenir ou conserver. Ensemble, ces deux mots signifient celui qui est à la garde ou la direction de toute la chancellerie. Quant au mot de plutocrate, son histoire est un peu différente et ne remonte pas très loin. Le mot fut inventé il y a quelques 7 ou 8 siècles. Des êtres de ce type existaient pourtant déjà dans la Grèce ancienne, mais ils y étaient appelés plousiocrates. Il y a quelques siècles donc, les êtres de ce type s'étant multipliés là-bas, il parut évident que leurs semblables se devaient de les glorifier d'un titre quelconque. Et ceux qui s'occupaient en ce temps-là de ces questions inventèrent alors le nom de plutocrates. Il semble qu'ils discutèrent et réfléchirent longtemps avant d'adopter ce nom. Et ils discutèrent et réfléchirent longtemps parce qu'ils comprenaient très bien que ces types terrestres étaient des aigres fins de la plus belle eau, saturés pour ainsi dire jusqu'à la moelle des os de hasnamousserie de toutes sortes, et qu'il fallait leur trouver un nom qui leur convienne à la perfection. Ils cherchèrent tout d'abord à les honorer d'un nom bien sonné, correspondant à leur signification intérieure. Mais à la réflexion, ils y renoncèrent parce que ces types terrestres, grâce à leur brigandage, avaient acquis plus de force et de pouvoir peut-être que leur roi, et qu'ils eurent peur, s'ils les glorifiaient de ce nom si conforme à leur signification intérieure, de les voir s'offenser et faire encore plus de mal autour d'eux. Finalement, ils décidèrent de ruser et imaginèrent un nom par lequel ils pouvaient définir leur véritable qualité, tout en ayant l'air de les encenser. Ils y parvinrent de la manière suivante. Comme le titre de ces types terrestres devait bien entendu se composer de deux mots grecs anciens, et que les noms de ce genre se terminent tous par le mot grec crate, pour que ce titre ne saute pas aux yeux, ils lui laissèrent l'ancienne consonance grecque crate. La première moitié du mot ne fut pas empruntée au grec ancien, comme il était d'usage, mais au russe. Ils prirent le mot russe plout, qui signifie filou, et en tirèrent ce nom de plutocrate. Ces sages êtres terrestres arrivèrent on ne peut mieux à leur fin, puisque tous, ces parasites aussi bien que les autres, s'estiment aujourd'hui satisfaits. Ces parasites sont d'ailleurs si contents de leur titre qu'ils ne craignent pas de se pavaner en haut de forme, même les jours de semaine. Quant aux autres êtres, s'ils sont satisfaits, c'est qu'ils peuvent gratifier ces monstres du nom qui leur convient, et que ceux-ci non seulement ne se fâchent pas, mais à s'entendre glorifier de la sorte, font même la roue comme de véritables dindons. Le troisième des noms énumérés, celui de théocrate, sert à qualifier certains membres de l'intelligentsia dans la présence générale desquels se produit une perturbation, dans le sens psycho-organique du mot, presque identique à celle que l'on peut observer chez les plutocrates. La seule différence entre les plutocrates et les théocrates est que pour satisfaire leurs besoins asnamoussiens, les premiers agissent sur leur entourage en exploitant la fonction qu'ils nomment confiance, tandis que les seconds se servent de celle qui s'est peu à peu substituée chez tes favoris à la fonction sacrée constituant pour tous les êtres cérébraux l'une des trois voies sacrées de perfectionnement de soi, fonction qu'ils nomment foi. Pour que tu comprennes mieux cette différence entre théocrate et plutocrate, il suffira une fois de plus que je te répète l'une des sentences de notre maître vénéré Mullah Nassereddin. Parlant un jour des nombreux actes d'autorité auxquels est soumis le psychisme général des hommes ordinaires, il dit tout à coup sans rime ni raison. Qu'est-ce que cela peut bien leur faire aux pauvres mouches, la façon dont on les tue? D'un coup de sabot des diables tournus, ou d'une caresse de l'aile resplendissante d'un ange divin? Quant au type terrestre qu'on appelle des démocrates, je dois te dire qu'ils ne viennent pas toujours de la classe héréditaire de l'intelligentsia. La plupart d'entre eux sont tout d'abord de simples êtres ordinaires, et c'est seulement plus tard, après s'être introduits dans cette classe grâce à un tour de force exceptionnel, qu'ils se transforment en démocrates. Et pendant le processus de cette transformation, la dégénérescence des fonctions issues de la fonction sacrée de conscience morale entraîne chez eux les mêmes résultats que chez les plutocrates et les théocrates. À propos de ces démocrates, il importe de remarquer
que si l'un d'eux occupe par hasard un poste de détenteur de pouvoir, ces agissements déclenchent parfois un phénomène cosmique des plus rares. On voit les corps aux pieds se convertir en pédicure. Ce rare phénomène se produit à mon avis parce que les démocrates qui occupent accidentellement un poste de détenteur de pouvoir n'ont reçu par hérédité aucune prédisposition à savoir instinctivement gouverner les autres et sont par conséquent tout à fait incapables de diriger l'existence des êtres qui se trouvent sous leur autorité. Pour dépeindre ces types terrestres, notre inestimable maître Mullah Nassereddin a encore une sentence bien appropriée. Chaque fois qu'il la prononce, il commence par lever les bras au ciel, puis, avec la plus grande vénération, il dit « Loué sois-tu, ô toi, notre grand et juste Créateur, d'avoir permis, dans ta justice et ta grâce infinie, que les vaches ne volent pas comme des charmants petits oiseaux. » Et maintenant, mon enfant, parmi les types énumérés, il me reste à te parler de ceux que les autres êtres appellent zébrocrates et aristocrates. On les distingue en leur donnant des surnoms tels que émir, comte, khan, prince, mélik, baron, etc., dont la sonorité exerce une action des plus agréables sur cette fonction qui ne cesse de se manifester avec force chez tes favoris jusqu'à leur mort, et que l'on nomme vanité. Je t'avouerai franchement que donner une bonne définition de ces types terrestres est très difficile, non seulement dans la langue ordinaire, mais encore dans celle de notre très sage Mullah Nassereddin. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'ils sont de simples plaisanteries de la nature. À vrai dire, bien que tes favoris les nomment différemment, les aristocrates et les zébrocrates se ressemblent sous tous les rapports et sont doués de propriétés intérieures identiques. T'en souviens-tu, je t'ai déjà expliqué qu'il existe sur ta planète, suivant les communautés, deux sortes d'organisations d'État. L'une se nomme régime monarchique, l'autre régime républicain. Dans les communautés à régime républicain, ces types sont appelés zébrocrates, alors que dans celles où existe le régime monarchique, on les nomme aristocrates. Afin de te donner un aperçu de ce que sont ces deux types terrestres, le mieux sera, je pense, que je te dise l'étonnement qui me saisissait pendant mon séjour sur ta planète chaque fois qu'il m'arrivait de rencontrer ces malentendus. Chaque fois, je me demandais comment de tels types terrestres peuvent-ils exister sur cette originale planète presque aussi longtemps que les autres êtres tricérébraux. Je m'étais déjà posé cette question à propos des êtres appartenant à la classe des bureaucrates, mais je pouvais plus ou moins y trouver réponse. En effet, si limitée que soit leur série d'expériences, ils en ont cependant et même à toute heure du jour et de la nuit. Par contre, d'après mes observations, tout le matériel d'expérience des aristocrates et des zébrocrates se limite en fait à 3 séries d'impressions. La première concerne la question de nourriture. La seconde consiste en souvenirs associés au fonctionnement passé de leurs organes sexuels, et la troisième comprend les souvenirs qu'ils ont de leur première nourrice. Mais comment des êtres qui n'ont pour tout matériel que ces 3 séries d'impressions peuvent-ils avoir la même durée d'existence que les autres êtres tricérébraux peuplant la surface de ta planète? Cela reste pour moi une énigme insoluble. On raconte que devant ce singulier problème de la durée d'existence de ces types terrestres, notre archi-retors Lucifer se mit un jour à réfléchir si intensément que tous les poils du bout de sa queue en devinrent gris. Pour en revenir à ces plaisanteries de la nature, il ne me reste qu'à tenter de t'expliquer pourquoi il existe entre les noms donnés à une même sorte d'être une différence si frappante. Je dis tenter parce que j'en ignore moi-même la raison exacte, mais connaissant les racines de ces deux noms, je crois pouvoir avancer sans me tromper qu'elle tient à une de leurs coutumes. Il faut te dire que tes favoris prennent plaisir, on ne sait pourquoi, à organiser ce qu'on appelle des spectacles de marionnettes. Or, pour une raison ou pour une autre, ils se plaisent également à faire participer ces mêmes zébrocrates ou aristocrates à leur spectacle de marionnettes. Aussi les introduisent-ils toujours dans le jeu. Mais comme ces êtres ne sont déjà plus par eux-mêmes que des fantoches absolument vides et donc inconsistants, il faut que les autres êtres de la communauté les soutiennent pendant ces jeux de marionnettes. Et c'est précisément la manière de les soutenir, ou plutôt le choix du bras qui les soutient, qui a donné cette différence de nom. C'est ainsi que dans les communautés où existe le régime monarchique, il est depuis longtemps d'usage de les soutenir avec le bras droit. Aussi dans ces communautés, ces types sont-ils appelés aristocrates. Au contraire, dans les communautés où existe un gouvernement républicain, on les soutient du bras gauche, d'où leur nom de zébrocrates. À propos de ces différences de nom chez les êtres terrestres, j'entends encore notre sage Mullah Nassereddin prononcer une de ces remarquables sentences.
Un jour que nous parlions de la différence que présentent les jugements respectifs des magistrats ou quasi-turcs et persans, il dit au sujet de l'identité de leur justice. Et, mon cher ami, où trouvera-t-on sur terre des juges capables d'examiner avec sagesse la culpabilité des hommes? Les quasi sont partout les mêmes, seuls leurs noms sont différents. En Perse, ils sont appelés persans, et turcs en Turquie. D'ailleurs, il en va de même pour chaque chose sur terre. Les ânes sont tous pareils, on leur donne seulement des noms différents. Par exemple, l'espèce d'âne que l'on nomme au Caucase âne Karabagir se retrouve en Turquie sous le nom d'âne Korarasastélia. Ces sages propos s'imprimèrent dans mon cerveau, et pendant mon existence sur ta planète, il me revenait en mémoire chaque fois que j'avais à faire une comparaison. Que son nom soit à jamais béni sur la planète où il vit le jour et se forma. Ainsi donc, mon enfant, je le répète, si pour une raison ou pour une autre, tu devais te rendre sur cette planète, ne perds pas de vue que la faiblesse dont je t'ai parlé se développe surtout chez les êtres ordinaires de l'intelligentsia, et particulièrement chez ceux d'entre eux qui appartiennent à l'une des castes énumérées et dont le nom se termine en crate. Après cette légère digression autour du conseil pratique que je t'ai donné, revenons-en à notre sérieuse question. Je recommencerai par le récit que je t'ai promis sur l'apparition de la société d'êtres terrestres qui avait pris pour devise « La Terre appartient au Créateur commun, elle est également libre pour toutes ses créatures » et sur les raisons de son échec. Tu auras ainsi la possibilité de bien comprendre la première et principale cause pour laquelle ces terribles processus de destruction réciproque doivent inévitablement se déclencher parmi ces malheureux êtres tricérébraux de notre mégalocosmos. Par la même occasion, tu apprendras comment ce que l'on pourrait appeler la nature locale, lorsqu'un événement inattendu entrave son fonctionnement correct pour les besoins du trogo auto-égocrate cosmique général, s'adapte de telle sorte que ses résultats puissent fusionner conformément à l'harmonie de ce très grand processus cosmique. Cette société d'êtres hommes, comme je te l'ai déjà dit, apparut il y a 4 ou 5 siècles sur le continent d'Asie, dans une ville existant alors sous le nom de Mosulnopolis. Elle se constitua dans les circonstances suivantes. Les processus en question étaient précisément à cette époque les plus fréquents que jamais sur ce continent. Certains se déroulaient entre différentes communautés, d'autres à l'intérieur de ces communautés elles-mêmes. Ces derniers reçurent plus tard le nom de guerre civile. L'une des principales causes de ces épouvantables processus qui se produisaient sur le continent d'Asie, tantôt entre différentes communautés, tantôt à l'intérieur des communautés elles-mêmes, fut une religion encore toute récente, édifiée de manière fantastique sur l'enseignement d'un véritable envoyé de notre éternité, Saint Mahomet. La société dont je te parle se constitua sur l'initiative des membres d'une confrérie qui existait alors dans l'Asie centrale, sous le nom de Collège des Illuminés. Tu dois savoir qu'en ce temps-là, ces frères étaient l'objet d'une grande vénération de la part des êtres tricérébraux de presque toute la planète, qui donnaient même parfois à cette confrérie le nom de Collège de tous les saints vivants de la Terre. Cette confrérie d'êtres terrestres avait été fondée longtemps auparavant par des êtres qui avaient découvert en eux les conséquences des propriétés de l'organe Kunda Buffer et qui s'étaient groupés pour travailler ensemble à s'en libérer. Or, lorsque ces terribles processus de destruction réciproque devinrent par trop fréquents sur le continent d'Asie, certains membres de la confrérie, ayant à leur tête le vénérable frère Olmantabour, résolurent pour la première fois d'examiner s'il ne serait pas possible d'obtenir d'une manière quelconque, sinon la suppression totale de ce terrible phénomène, du moins la diminution d'une calamité aussi criante. Se consacrant dès lors à la mise en œuvre de leur décision, ils visitèrent divers pays du continent d'Asie et, prêchant partout de manière émouvante sur le crime et le péché monstrueux que représentaient de tels agissements, ils amenèrent ainsi de nombreuses personnes à partager leurs convictions. Le résultat de leur labeur impartial et réellement humanitaire fut la fondation dans la ville de Mosulopolis de la grande et sérieuse société d'êtres hommes nommée « La Terre appartient au Créateur commun, elle est également libre pour toutes ses créatures ». Dès le début, les membres de cette société réalisèrent quantité de choses qui n'avaient pu être réalisées auparavant par aucun être terrestre et qui ne le furent plus jamais par la suite. Et ils en furent capables parce que, dès l'origine, le programme avait été très judicieusement composé du point de vue de ses possibilités de réalisation dans les conditions existantes. Ce programme de base comportait une action progressive devant amener au résultat suivant.
Premièrement, l'institution pour tous les êtres du continent d'Asie d'une religion commune qu'il se proposait d'édifier sur l'enseignement de la secte des Parsis, quelque peu remaniée. Deuxièmement, le choix d'une langue commune, qui aurait été le turcoman, la langue la plus ancienne du continent, dont les racines avaient servi à la formation de nombreuses langues asiatiques. D'autre part, il entrait dans le programme fondamental de cette société de mettre sur pied, au centre de l'Asie, dans la ville de Marjolin, capitale de ce qu'on appelle le Khanat de Fergan, l'organisation d'un gouvernement central unique pour tous les pays d'Asie, qui porterait le nom de Concile des Aînés, et serait composé d'êtres respectables appartenant à toutes les communautés du continent. Comme l'indiquait son nom, ce concile devait en effet se composer exclusivement des êtres les plus âgés et les plus respectables, car d'après leur compréhension, seuls sur cette planète de tels êtres pouvaient se montrer justes et impartiaux envers tous leurs semblables, quelle que fût leur religion ou leur communauté. Dès sa fondation dans la ville de Mosoulopolis, la société comprenait déjà des êtres de presque toutes les communautés asiatiques. Il y avait parmi eux des Mongols, des Arabes, des Kirghizes, des Géorgiens, des Petits-Russiens, des Tamils, et jusqu'aux représentants personnels du fameux conquérant du temps, Tamerlan. Grâce à leur activité intense, vraiment impartiale et non égoïste, les guerres et les guerres civiles dont le nombre grandissait sans cesse sur le continent d'Asie commencèrent à diminuer et l'on espérait obtenir encore beaucoup d'autres résultats satisfaisants. Mais quelque chose survint alors qui entraîna la ruine de cette éminente société d'êtres hommes. Tous les événements qui suivirent se déclenchèrent sous l'influence d'un philosophe du nom d'Atarnak, très connu en ce temps-là, et de la théorie qu'il exposait dans un traité intitulé « Pourquoi y a-t-il des guerres sur la Terre ?» L'apparition de ce philosophe bouleversa toutes les notions qu'avaient les membres de la société. Je connais très bien son histoire, car pendant les recherches que je fis sur les résultats de l'œuvre du très saint Ashiataché Yimash, j'eus besoin de connaître certains détails relatifs à l'activité de ce philosophe, ainsi qu'à sa personne même. Atarnak naquit à Mosoulopolis dans une famille de Kurdes. Parvenu à l'âge responsable, il devint effectivement un grand savant, du moins pour la planète Terre. Pour commencer, ce Kurde Atarnak consacra de nombreuses années terrestres à l'étude assidue de toutes sortes de questions susceptibles, croyait-il, d'apporter une solution à ce problème. Quel est en général le sens de l'existence de l'homme? Et c'est au cours de ces études qu'il lui tomba entre les mains un manuscrit sumérien très ancien, mais en excellent état. Ce manuscrit s'était bien conservé parce qu'il avait été écrit avec le sang de l'être Shirman sur des peaux d'êtres serpents nommés Kalnyandjeks. Ainsi que me le démontrèrent mes investigations, le texte de ce manuscrit, écrit par un savant de l'Antiquité, intéressa au plus haut point le philosophe Atarnak. Il fut tout particulièrement frappé par un passage du manuscrit où ce savant émettait l'hypothèse suivante. Selon toutes les probabilités, il règne dans le monde une loi de soutien réciproque de tout ce qui existe. Et de toute évidence, notre vie, elle aussi, sert à soutenir quelque chose de grand ou de petit dans le monde. Cette idée, exprimée dans le manuscrit ancien, passionna à tel point le philosophe Atarnak qu'il se consacra dès lors tout entier à l'étude de ce seul aspect de la question qui l'intéressait. C'est cette idée qui servit de base à toute une théorie vraisemblable qu'il exposa après plusieurs années de recherche et de vérification expérimentale minutieuse de ses propres conclusions dans son ouvrage intitulé « Pourquoi y a-t-il des guerres sur la Terre ?» Je pris aussi connaissance de cette théorie. Elle était vraiment proche de la réalité. Toutes les hypothèses du Kurde Atarnak étaient à peu près conformes à l'essence même du grand processus cosmique fondamental du Trogo-Auto-Égocrate universel que je t'ai expliqué de manière plus ou moins détaillée en te parlant de la sainte planète du purgatoire. Dans sa théorie, le philosophe Atarnak établissait de façon formelle qu'il règne sans aucun doute dans le monde une loi de soutien réciproque de tout ce qui existe, qu'à ce soutien réciproque contribuent certaines substances chimiques à l'aide desquelles s'opère le processus de spiritualisation des êtres, c'est-à-dire la vie, et que ces substances chimiques ne servent au soutien de tout ce qui existe qu'au moment où la vie d'un être cesse, autrement dit lorsqu'il meurt. À l'aide de nombreuses confrontations logiques, il démontrait de manière positive qu'en certaines périodes devait absolument se produire sur Terre un nombre rigoureux de morts dont l'ensemble émit des vibrations d'une puissance déterminée. Un jour, lors d'une réunion générale des êtres membres de la dite société, cet être terrestre peu commun,
qui participait à l'Assemblée en qualité de représentant élu par toute la population du pays nommé Kurdistan, exposa en détail sa théorie, avec tant d'éloquence qu'elle finit par susciter chez les membres de la société une grande agitation et une grande confusion. Cette théorie les surprit à tel point qu'il régna tout d'abord entre eux un silence sépulcral. Frappés de stupeur, pas un seul ne pouvait faire le moindre geste. Ils restèrent ainsi pendant un temps assez long, puis le silence fit soudain place à un tumulte assourdissant, comme si la vie de chacun d'eux dépendait de son degré d'excitation et de la fougue avec laquelle il l'exprimait. Pour conclure, ils décidèrent à l'unanimité, tard dans la nuit, de désigner parmi eux plusieurs êtres savants et de les charger d'étudier ensemble les détails de cette théorie qui les avait si fortement impressionnés, puis d'en faire un rapport à l'Assemblée générale. Dès le lendemain, les membres savants élus par la société « La Terre appartient au Créateur commun, elle est également libre pour toutes ses créatures », commencèrent à se familiariser avec les théories d'Atarnak. Mais pour le malheur de tous les êtres terrestres tricérébraux des temps futurs, il se trouva que si la plupart des membres élus étaient eux aussi des êtres âgés, chez lesquels les fonctions funestes qui rendent l'être de tes favoris jaloux et avide étaient déjà presque atrophiées, par contre certains d'entre eux, pour de nombreuses raisons, et notamment la manière dont on les avait élevés dans leur enfance, n'avaient pas encore acquis assez d'expérience pour se convaincre du caractère irréalisable de leur rêverie, dictée par leur anormale éducation, et n'étaient donc pas encore assez désillusionnés pour se montrer tout à fait justes et impartiaux. À mesure qu'ils se familiarisaient avec les détails de cette étonnante théorie, ils tombaient dans un état typique, particulier aux êtres terrestres, dans lequel ils oubliaient les remarquables hypothèses qui les avaient frappés. Dès lors, retournant peu à peu, comme il est propre aux êtres tricérébraux de là-bas, à leur conception antérieure purement subjective et par conséquent toujours changeante, ils se séparèrent aussitôt en deux partis opposés. Les uns se mirent avec conviction et sans aucune critique logique à faire de toutes les suppositions émises dans cette théorie de simples articles de foi. Les autres, comme il est propre à la plupart des savants terrestres, à discuter et à prouver tout le contraire de ces hypothèses pour devenir en fin de compte les ennemis non seulement de la théorie d'Atarnak, mais d'Atarnak lui-même. Bref, mon enfant, ces savants élus pour étudier en détail cette théorie, au lieu d'aider les autres membres de l'Assemblée à sortir de leur embarras et de leur agitation, au lieu de chercher à les unir, ne firent qu'augmenter par leurs propres disputes la confusion de leurs notions. Et peu à peu, dans la présence générale des différents membres de cette sérieuse société, surgirent automatiquement des données suscitant deux convictions tout à fait opposées. La première de ces convictions était que tout se passait vraiment comme l'exposait la théorie du philosophe Atarnak, c'est-à-dire que les guerres et les guerres civiles répondaient sur la Terre à une nécessité périodique en dehors de toute intention personnelle des hommes. Quant à la seconde, c'était celle qu'avaient partagée jusque-là tous les membres de la société, et selon laquelle, s'ils parvenaient à réaliser leur programme, il serait possible de détruire à la racine même ce mal qui régnait sur la planète, après quoi tout rentrerait dans l'ordre. À partir de ce moment-là, des discussions, des troubles et des querelles éclatèrent entre les membres de la société, et là encore il se passa ce qui leur était depuis longtemps devenu habituel, comme je te l'ai déjà dit. Ces querelles et ces troubles s'étendirent bientôt aux êtres ordinaires de là-bas, c'est-à-dire aux autres habitants de la ville de Mosulopolis, provoquant l'excitation de leur anormal psychisme. Je ne sais comment tout cela se serait terminé si les frères du collège des Illuminés n'étaient arrivés et ne s'étaient mêlés de l'affaire. Sous leur influence, tous les membres de cette sérieuse société s'apaisèrent peu à peu. Ils retrouvèrent leur calme et leur gravité pour réfléchir, puis délibérer sur ce qu'il fallait faire à l'avenir. Ces réflexions et délibérations les amenèrent à élire à l'unanimité le Kurde Atarnak comme chef, en le priant de les aider à sortir de cette pénible situation. Après plusieurs réunions dirigées par le philosophe Atarnak, on en vint par un accord unanime aux conclusions catégoriques suivantes. Selon les lois de la nature, les guerres et les guerres civiles répondent toujours sur Terre à une nécessité périodique, sans aucune intervention de la volonté des hommes, et cela parce que la nature, en certaines périodes, exige une grande quantité de morts. Nous sommes donc tous forcés de reconnaître, avec une grande tristesse et une inévitable résignation intérieure, qu'aucune décision de la raison humaine ne saurait empêcher que le sang soit versé entre les nations et au sein même des nations. C'est pourquoi nous décidons à l'unanimité de liquider nos affaires courantes, ainsi que l'œuvre entière de notre société, et de nous disperser contre notre gré,
pour rentrer chez nous et porter de nouveau le fardeau de la vie quotidienne. Et c'est seulement une fois prise cette résolution catégorique, lorsque tous les membres de cette vraiment sérieuse société eurent décidé de commencer le jour même à liquider toutes leurs affaires, qu'Atarnak, qu'ils considéraient comme un vrai savant, mais qui n'en était pas moins un Kurde orgueilleux et plein d'amour-propre, monta en chair et dit « Mes honorables collègues, je suis sincèrement peiné d'avoir été la cause involontaire de la dissolution de notre grande entreprise philanthropique, à laquelle vous avez consacré, vous les plus honorables et les plus intelligents des hommes de tous les pays, plus d'efforts impartiaux et non égoïstes que personne sur terre n'a jamais été ni ne sera jamais capable de le faire pour les autres, c'est-à-dire pour des êtres tout à fait inconnus et indifférents. Pendant plusieurs années, vous avez travaillé sans répit afin d'obtenir pour la masse le bien le plus essentiel, et voici que ma théorie, à laquelle j'ai moi aussi travaillé pendant de nombreuses années au profit d'hommes qui m'étaient étrangers, réduit à néant votre infatigable labeur et vos généreuses aspirations. La conscience d'être coupable de tous les malentendus qui se produisent parmi vous m'a enlevé toute tranquillité ces derniers jours, et je n'ai cessé de réfléchir et de me demander s'il y avait un moyen de réparer ma faute involontaire. Or, mes sages collègues, élus de tous les pays de la terre, je veux vous faire part de la conclusion définitive à laquelle m'ont amené mes réflexions. Si les lois universelles que j'ai découvertes font obstacle aux moyens sur lesquels vous comptiez pour apporter aux hommes un certain bonheur, ces mêmes lois, aussi étranges que cela puisse vous paraître à première vue, peuvent, à condition de s'en servir autrement, permettre d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. Voici ce que nous devons faire. Les résultats de toutes mes recherches démontrent clairement que la nature exige sur la Terre, à certaines périodes, un nombre défini de morts, mais par ailleurs j'ai réussi à mettre en évidence que, pour les besoins de la nature, peu importe quelles sont ces morts, celles des hommes ou celles d'autres formes de vie. Il s'ensuit donc que si le total de morts exigé par la nature est atteint au moyen d'un certain nombre de morts d'autres formes de vie, alors la quantité requise de morts d'hommes diminuera de toute évidence en proportion. Et il sera tout à fait possible d'y parvenir si tous les membres de notre société continuent à travailler avec la même intensité, non plus en vue de réaliser notre premier programme, mais afin de faire revivre sur Terre, à une plus grande échelle qu'autrefois, l'ancienne coutume d'offrir des sacrifices aux dieux et aux saints en détruisant d'autres formes de vie. Lorsque ce Kurde orgueilleux eut terminé son discours, les membres de la société ne furent pas moins étonnés et bouleversés que le jour où il avait exposé sa fameuse théorie. Pendant les 3 jours et 3 nuits qui suivirent ce mémorable discours, ils ne se quittèrent pas, et les locaux mis à la disposition de cette société d'êtres hommes de la planète entière par les citoyens de Mosoulopolis retentirent du vacarme ininterrompu de leurs discussions et délibérations. Pour finir, le 4e jour, ils tinrent une assemblée générale au cours de laquelle ils prirent à l'unanimité la résolution d'agir désormais comme l'indiquerait le grand philosophe kurde Atarnak. Le jour même, le nom de la société fut changé. Ses membres adoptèrent pour devise « La terre n'est que pour les hommes ». Quelques jours plus tard, ils quittèrent la ville de Mosoulopolis pour leurs pays respectifs où, sur les directives générales du philosophe Atarnak, ils prirent toutes les mesures susceptibles de ranimer et d'implanter à nouveau chez les hommes peuplant le continent d'Asie l'idée de se rendre agréable à leurs dieux et à leurs idoles en tuant des êtres de formes diverses. Et de fait, dès qu'ils passèrent à la réalisation pratique de leur nouveau programme, la coutume d'offrir des sacrifices à leurs saints imaginaires en détruisant l'existence de divers êtres unicérébraux et bicérébraux faibles ou stupides se rétablit bientôt sur tout le continent d'Asie. Les membres de la nouvelle société « La Terre n'est que pour les hommes » réalisèrent leur tâche dès le début par l'entremise du clergé de la religion fondée sur l'enseignement de Saint Mahomet, alors largement répandu sur tout le continent d'Asie. Cette fois-ci, la coutume prit une ampleur qu'elle n'avait pas atteinte au temps où je descendis là-bas, à la requête de l'ange Louisos, pour la faire disparaître chez les êtres tricérébraux. Comme je te l'ai déjà dit, sa conformité avait alors jugé ces coutumes indésirables du point de vue des phénomènes cosmiques de plus grande envergure, du fait que le nombre de tes favoris avait beaucoup augmenté, et avec lui le nombre de ceux qui voulaient faire plaisir à leurs idoles fantastiques. La destruction de l'existence d'autres formes d'êtres reprit donc,
et non seulement de manière privée dans les familles, mais encore publiquement, en des lieux réservés. Ces lieux étaient cette fois pour la plupart associés au souvenir de Saint Mahomet ou de ses compagnons. Le nombre des victimes augmentait de jour en jour, si bien qu'une centaine d'années après l'apparition de la société « La Terre n'est que pour les hommes », on détruisait par an, en un seul endroit, jusqu'à 100 000 de ces êtres que l'on sacrifiait déjà aux époques antérieures, tels que bœufs, moutons, chameaux, etc. Au cours des 2 derniers siècles, les lieux que l'on honorait ainsi de préférence furent entre autres les villes de la Mecque et de Médine en Arabie, celles de Meshed dans la région de Bagdad et les environs de Yeniçiçak au Turkestan. Bref, sur le continent d'Asie, le sang se remit à couler à flots. Les offrandes de sacrifices se multipliaient pendant les fêtes musulmanes, Bayram et Gourban, ainsi que pendant les fêtes chrétiennes existant là-bas sous les noms de Mikarem, Saint-Georges et autres. Certes, mon enfant, lorsque cette anomalie se fut de nouveau implantée chez les êtres tricérébraux de là-bas, grâce aux intenses efforts des membres de la société « La Terre n'est que pour les hommes », leurs terribles processus de destruction mutuelle se firent en effet plus rares et se déroulèrent dans des limites plus étroites. Mais la mortalité des êtres tricérébraux n'en diminua pas pour autant, au contraire elle s'accrut, en raison de l'altération graduelle et continue de leur existence éthrique et de la baisse consécutive de la qualité des vibrations émanant de leur présence pour les besoins de la nature, ce qui entraîna chez eux d'une part la diminution de la durée de l'existence, d'autre part l'augmentation de ce qu'ils appellent la natalité. Et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'un certain Assadoullah Ibrahim Oghlet, célèbre derviche persan, qui vit le jour et devint un être responsable sur le même continent, eut imposé à tout cela une direction différente. Le début de l'activité du derviche Assadoullah Ibrahim Oghlet date à peine de quelques 30 ou 40 ans. Simple fanatique de la religion musulmane et ne possédant pas les connaissances sérieuses et profondes du kurde à Tarnak, il ne perçut dans le fait d'offrir des sacrifices que l'horrible injustice des hommes envers les êtres d'autres formes, et il se fixa comme but de son existence d'arriver coûte que coûte à détruire sur terre cette coutume qu'il considérait comme anti-religieuse. Dès lors, il voyagea sur le continent d'Asie, surtout dans les pays où la plupart des êtres tricérébraux étaient des adeptes de la religion musulmane. Il agit principalement par l'entremise d'autres derviches que l'on trouvait alors dans presque toutes les communautés du continent d'Asie. Cet ingénieux et énergique persan, le derviche Assadoullah Ibrahim Oghlet, persuada partout les derviches avec beaucoup d'intelligence de la vérité de son idée. Ceux-ci à leur tour convainquirent les êtres ordinaires de tout le continent d'Asie que non seulement la destruction d'êtres d'autres formes n'était pas agréable à Dieu, mais que les destructeurs auraient à subir un double châtiment dans l'autre monde, en enfer, l'un pour leurs propres péchés, l'autre pour les péchés des êtres qu'ils avaient détruits, et ainsi de suite. Grâce à ces prédications sur l'autre monde, faites par des derviches considérés comme des autorités en la matière, les êtres d'Asie réduisirent en effet d'année en année le nombre de leurs sacrifices. Et l'aboutissement de toute l'activité de ce généreux derviche persan fut le dernier grand processus de destruction réciproque, ou comme disent ses favoris, la guerre mondiale. Or, mon enfant, si l'éminent savant kurde Atarnak, par les hypothèses qu'il avançait dans sa théorie, s'était beaucoup approché de la réalité, il n'avait pourtant pas compris le plus important, c'est-à-dire que les vibrations requises par la grande nature et constituées par les émanations des êtres aussi bien au cours de leur existence que lors du processus du Rasquarno, ont une signification non pas tant par leur quantité que par leur qualité. Sans doute, le Kurde Atarnak, étant un être terrestre peu commun, l'aurait-il compris s'il avait connu les détails des résultats obtenus lorsqu'avaient été plus ou moins établies sur cette planète les conditions d'existence éthrique spécialement créées pour les êtres tricérébraux grâce au très saint labeur de l'amant de l'essence, le très saint Ashiata Sheyemash. Pendant cette période, non seulement leur mortalité diminua, mais il en fut de même de leur natalité. Et cela parce que les êtres terrestres, existant alors plus ou moins comme il convient à des êtres tricentriques, leurs émanations donnaient des vibrations plus proches de celles qu'exigeait la grande nature pour le très grand auto-égocrate cosmique général, et plus particulièrement pour le soutien de la Lune et d'Anoulios. Dès lors, la grande nature ne manqua pas de s'adapter, en diminuant la natalité, d'autant plus que pour la période qui allait suivre, le besoin des vibrations destinées à soutenir l'existence de la planète Lune devait lui-même diminuer. Parmi les divers aspects
de cette question fondamentale, celui qui touche au sens et au but de l'existence de tes favoris, est d'une telle importance et permet si bien de comprendre une quantité de choses qui se passent sur la terre, et entre autres tout ce qui concerne les causes mêmes de la guerre, que je considère comme nécessaire d'y revenir une fois de plus. T'en souviens-tu? C'est lors de l'entretien personnel qu'il me fut donné d'avoir avec sa conformité l'ange Louisos, aujourd'hui archange, que j'appris comment les êtres tricérébraux de cette planète ont pour principale destinée d'élaborer, par le processus même de leur existence, les vibrations requises par la nature pour supporter les anciens fragments de leur planète appelée maintenant Lune et Anoulios. Sa conformité me dit alors que les deux anciens fragments de la Terre avaient définitivement pris leur place régulière dans le mouvement d'harmonie générale et que toute appréhension d'une surprise quelconque avait désormais disparu, mais que pour éviter toute complication éventuelle dans un avenir lointain, il avait été décidé par de très hauts et très saints individuums de réaliser sur Terre les mesures nécessaires à la formation de ce qu'on appelle Askokin, de sorte que cette substance cosmique sacrée, indispensable au soutien de la Lune et d'Anoulios, puisse être produite de façon continue par ta planète. Sa conformité m'expliqua encore que cette substance cosmique sacrée Askokin fusionne en général dans l'univers avec les substances sacrées Abrus-Donis et Elk-Donis, et que par conséquent, pour avoir le degré de vivification nécessaire à ce rôle de soutien, la substance sacrée Askokin doit tout d'abord se libérer des deux autres. À dire vrai, mon enfant, je ne compris pas à l'instant même tout ce qu'il me dit. Cela me devint clair seulement plus tard, lorsque j'appris, au cours de mes études sur les lois cosmiques fondamentales, que ce sont précisément les substances Abstrudonis et Elk-Donis qui servent à la formation et au perfectionnement des corps éthriques supérieurs chez les êtres tricérébraux, c'est-à-dire le corps Kesdjan et le corps de l'âme, et que la séparation de l'Askokin sacrée d'avec les deux autres substances s'opère en général lorsque, sur quelque planète que ce soit, les êtres les transmuent en eux par leurs efforts conscients et leurs souffrances volontaires pour la formation et le perfectionnement de leur corps supérieur. Et lorsque je m'intéressai à tes favoris, et me mis à observer et à étudier leur étrange psychisme, je compris pourquoi et à quelle fin la grande nature, ainsi que les plus hauts et les plus saints individuums, s'adaptent toujours patiemment à toute chose. À ce propos, il se forma en moi l'opinion suivante. Si seulement tes favoris avaient bien réfléchi à cela, et s'ils s'étaient efforcés en toute honnêteté de servir la nature à cet égard, peut-être leur perfectionnement éthrique aurait-il pu se faire de manière automatique, presque sans participation de leur conscient. En tout cas, la pauvre nature de leur infortunée planète n'aurait pas été forcée de peiner afin de s'adapter et de sauvegarder ainsi l'harmonie cosmique générale. Mais pour le malheur de tout ce qui existe dans le mégalocosmos, tes favoris ne mettent pas la moindre honnêteté à remplir leur devoir envers la nature, à laquelle ils sont pourtant redevables, strictement parlant, de leur existence même. À propos de cette absence d'honnêteté chez tes favoris dans l'accomplissement de leur devoir envers la nature, je viens de me rappeler une très sage sentence de notre maître incomparable, Mullah Nassereddin, sentence dont le sens caché trouve une justification dans le cas présent. La peste et le choléra sont tout de même plus nobles que l'honnêteté humaine, car avec eux au moins, les hommes qui ont une conscience morale peuvent encore vivre en paix. Or, mon cher Hassan, lorsqu'il fut clair que le besoin instinctif de faire des efforts conscients et de souffrir volontairement pour percevoir et transmuer en soi les substances sacrées Abstrudonis et Elk-Donis, libérant ainsi les Askokins sacrés pour le soutien de la Lune et d'Anoulios, avait complètement disparu du psychisme de tes favoris, la grande nature elle-même fut contrainte de s'adapter à extraire cette substance sacrée par d'autres moyens, au nombre desquels se trouvait précisément le terrible processus périodique de destruction réciproque. Pour que tu puisses avoir une juste appréciation de tes favoris contemporains, je trouve opportun de te rappeler qu'une fois éliminé chez les êtres tricérébraux de ta planète l'action de l'organe Kunda Buffer, ils apprirent très vite, dès les premières générations, qu'une certaine substance cosmique devait se transformer à travers eux, et qu'aider à cette transformation était l'une de leurs plus importantes obligations éthriques. Te rappelles-tu, je t'ai dit, que les êtres tricérébraux du continent Atlantide considéraient même cette obligation éthrique comme sacrée, et la nommaient Amarlus, ce qui signifiait en leur langue « aide à la lune ».
À cette époque, c'est-à-dire au cours de la période appelée civilisation samliosienne, ils suivaient scrupuleusement certaines coutumes qu'ils avaient inventées et qui leur permettaient d'accomplir ces devoirs éthriques de la manière la plus efficace. Ces êtres avaient même imaginé un moyen très sage et très pratique de remplir ces deux obligations éthriques, celle de perfectionner leur corps éthrique supérieur et celle de servir le très grand Trogo auto-égocrate en les réunissant et en les accomplissant simultanément. Ils réalisèrent cette union de la manière suivante. Dans toute agglomération, et même dans chaque quartier de ces agglomérations, se dressaient obligatoirement trois édifices spéciaux très imposants. Le premier, destiné aux êtres de sexe masculin, était nommé Agourokrostini. Le second, réservé aux êtres de sexe féminin, était appelé Gynécokrostini, et le troisième, affecté aux êtres considérés comme appartenant au sexe du milieu, était désigné sous le nom d'Anoropario Nokima. Les deux premiers de ces imposants édifices étaient regardés comme sacrés par les êtres du continent Atlantide. Ils représentaient pour eux ce que sont pour les êtres actuels de la Terre leurs temples, églises, chapelles et autres lieux sacrés. Lorsque je descendis pour la première fois sur cette planète, je visitai en personne sur le continent Atlantide certains de ces édifices et j'appris ainsi à quoi ils étaient destinés. Dans les temples d'hommes ou Agourokrostini, les êtres de sexe masculin de l'agglomération et ou du quartier accomplissaient à tour de rôle, dans un état bien défini, appelé rappel de soi, les mystères appropriés. Les êtres du continent Atlantide avaient cette conception bien arrêtée que les êtres de sexe masculin sont des sources de manifestations actives. Ils s'adonnaient donc sans relâche, dans leurs Agourokrostini, à une contemplation active et consciente, et dans cet état ils accomplissaient les mystères sacrés correspondants, afin de transmuer en eux les substances sacrées Abroust Donis et Elk Donis. Ils agissaient ainsi intentionnellement et en pleine conscience pour que la substance sacrée qui se libérait alors en eux et irradiait par l'entremise de leurs émanations, en vue d'une vivification ultérieure, devint la partie active dans la loi sacrée qu'ils nommaient loi de Sainte Trinité. Dans les gynécokrostini réservés aux êtres de sexe féminin, chaque femme s'enfermait obligatoirement pendant toute la durée de certaines périodes que les êtres contemporains appellent menstruation. De plus, les femmes, se reconnaissant elles-mêmes comme des êtres passifs, s'efforçaient de rester passives pendant tout le temps de leur isolement, afin que la substance irradiant par l'entremise de leurs émanations serve de partie passive dans le processus de la même loi sacrée en vue de sa vivification ultérieure. Aussi passaient-elles leur temps à l'intérieur de ces gynécokrostini dans un état de passivité totale, s'évertuant consciemment à ne penser à rien. À cette fin, elles tâchaient de n'avoir aucune expérience active pendant leur période menstruelle, et pour que le cours des associations ne les empêche pas de se concentrer, tout était arrangé de manière à orienter constamment leurs pensées vers le bien de leurs enfants, présents ou futurs. Quant aux édifices de troisième sorte qui portaient le nom d'Anoropario Nokimas, ils avaient été construits, comme je viens de te le dire, à l'intention des êtres appartenant à ce qu'on appelait alors le sexe du milieu. Notre Mullah Nassereddin les aurait qualifiés de quiproquos ou ni l'un ni l'autre. Parmi les êtres appartenant au sexe du milieu, les uns étaient de sexe masculin, les autres de sexe féminin. C'étaient des êtres qui, pour diverses raisons, n'avaient plus la possibilité ni de se perfectionner, ni de servir la nature, ou, comme le dit dans une de ses sentences notre cher Mullah Nassereddin, qui n'était ni un cierge pour un ange, ni un prisonnier pour un diable. Dans ces maisons, on isolait pour un certain temps les êtres masculins qui, pour une raison ou une autre, étaient dépourvus de toute possibilité de contemplation consciente, et les êtres de sexe féminin qui n'avaient jamais de menstruation ou chez lesquels la menstruation s'effectuait de façon anormale, ou encore les femmes qui à certaines périodes se transformaient sous le rapport de leur désir sexuel en ce qu'on appelait des canéoménis ou, selon l'expression de notre cher Mullah Nassereddin, en véritable carême à l'approche du printemps. Les êtres du continent Atlantide étaient alors familiarisés avec certains symptômes bien définis et très originaux qui permettaient de reconnaître ces êtres afin de les isoler dans les Anoropario Nokimas. Ces symptômes résidaient dans les particularités suivantes. Si un être croyait à n'importe quelle absurdité, s'il se mettait à prouver aux autres quelque chose qu'il ne connaissait pas lui-même ou qu'il connaissait mais dont il n'était pas sûr,
s'il manquait à sa parole d'honneur ou prêtait serment sans nécessité. Enfin, s'il manifestait une tendance à espionner les autres et à s'occuper de Tuksukef. Mais le symptôme le plus indiscutable était l'apparition chez un être de ce qu'on appelle Moyasul, apparition que tes favoris contemporains considèrent comme une maladie à laquelle ils donnent le nom d'hémorroïde. Ceux qui présentaient ces symptômes étaient tenus de résider en permanence dans ces anoroparionokimas pendant les périodes indiquées par les aides de leur entourage. On ne les astreignait à rien, et ils existaient comme bon leur semblait. Le seul but était de les mettre dans l'impossibilité d'avoir aucun contact avec les êtres normaux de la région, et même de leur parler. La raison de leur séjour forcé dans ces bâtiments était, selon les conceptions du temps, que par suite de leurs diverses tares, ils gênaient par leurs émanations, à certaines périodes du mois, l'existence tranquille et régulière des êtres de leur entourage. Et oui, mon cher enfant, les êtres des derniers temps du continent Atlantide connaissaient encore quantité d'excellentes coutumes répondant à une existence normale. Quant à tes favoris contemporains, on ne peut que les plaindre de ce que la seconde catastrophe subie par ton infortunée planète ait englouti ce continent avec tout ce qu'il portait, faisant disparaître du même coup toutes les bonnes coutumes qui, au cours de longs siècles, avaient peu à peu pénétré dans le processus de leur existence ordinaire. Longtemps après le désastre du continent Atlantide, l'une de ces coutumes fut cependant sur le point d'être rétablie, celle d'utiliser, dans le processus d'existence ordinaire, des édifices analogues à ceux dont je viens de te parler. La nécessité de ces édifices fut à nouveau comprise par un roi hébreu très sensé, du nom de Salomon, qui en décida lui aussi l'institution. Le type d'édifice spécial dont ce roi hébreu, plein de sagesse, décida la construction, et qui subsista longtemps après lui, fut nommé par ses sujets Takchanan. Il ressemblait aux gynécocrostini du continent Atlantide. Comme ces derniers, il était destiné aux êtres de sexe féminin qui devaient y séjourner pendant toute la durée de leur menstruation. Le roi Salomon se hâta d'établir cette coutume pendant son sage règne, car il avait constaté à plusieurs reprises que dans l'état de menstruation, le caractère des êtres de sexe féminin devenait pour leur entourage et surtout pour leur mari absolument intolérable, et même nuisible d'un point de vue psycho-organique, tant leur conduite était inconséquente à l'égard d'autrui. Et il décida de promulguer sans délai pour ces sujets une loi sévère, instituant dans chaque agglomération la construction obligatoire de bâtiments spéciaux dans lesquels seraient enfermés les êtres de sexe féminin pendant toute la durée de cet état. Il me fut même donné de lire le texte de la loi qu'il avait promulguée. Cette loi décrétait entre autres que pendant toute la durée de leur menstruation, les femmes étaient impures au sens sacré du mot, et que pour les autres, et en particulier pour leurs maris, c'était alors non seulement un grand péché que de les toucher, mais même un crime contre la loi sacrée que de parler avec elles. Chez leurs maris, ou en général chez les hommes qui les approchent ou qui parlent avec elles pendant cette période, pénètre une force impure ou esprit malin, et par suite il n'y a plus entre hommes, dans les relations quotidiennes ou dans les affaires, que malentendus, querelles et inimitiés. Cette dernière thèse du grand sage terrestre, qu'était le roi Salomon, représente encore de nos jours une vérité incontestable. En effet, c'est là l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'existence ordinaire des êtres de ta planète est aujourd'hui aussi absurde. Chez les êtres terrestres contemporains de sexe féminin, se renforce encore pendant cette période la propriété spécifique acquise au cours des derniers siècles et qu'ils nomment hystérie. Tant que dure cet état, les femmes réduisent les êtres de leur entourage, et surtout leurs maris, à la situation des malheureux auxquels notre grand Moullah Nassereddin fait allusion quand il dit « Le but de leur existence est d'être la proie des sangsues ». Et de fait, c'est uniquement parce que les êtres contemporains de sexe féminin vont et viennent en liberté pendant leur menstruation que beaucoup d'êtres contemporains de sexe masculin ne peuvent jamais avoir entre eux de bonnes et amicales relations, ce qui fait d'eux bien souvent de vrais blasphémateurs repentants après coup. Cette bienfaisante coutume instituée par le sage roi Salomon subsista très longtemps chez les Hébreux et se serait certainement propagée par toute la terre n'eût été certaines propriétés spécifiques de là-bas dont je t'ai déjà parlé. Car lorsque ce peuple fut à son tour déchu de sa grandeur, comme il en va toujours là-bas, les êtres des autres communautés qui, du temps de sa gloire et de sa puissance, le haïssaient déjà, poussés par cette impulsion de jalousie et d'envie, devenue inhérente à tes favoris, à l'égard de tout ce qui leur est supérieur, non seulement le méprisèrent et le persécutèrent aussitôt, mais englobèrent bien entendu dans leur mépris toutes les excellentes coutumes que ce peuple avait acquises jusque-là. Et lorsque ce peuple hébreu fut tombé sous l'influence d'autres communautés devenues fortes,
il se mit à suivre leur exemple, en vertu d'une propriété caractéristique dont je t'ai déjà suffisamment parlé, de sorte que loin de se propager, cette bonne coutume fut dépréciée, et, pour finir, oubliée par ses fondateurs eux-mêmes. Aujourd'hui, elle ne survit plus que parmi les êtres d'une petite communauté des montagnes du Caucase, connue sous le nom de Evzour. Ces Evzour dont l'existence ne laisse pas dormir en paix les savants terrestres, en raison du problème que pose leur origine. Au sujet de cette habitude, comprise tes favoris de détruire les bonnes coutumes déjà établies sur leur planète grâce aux efforts de leurs ancêtres, force nous est encore une fois d'exprimer nos condoléances à la pauvre nature, qui sans cesse doit s'adapter et se réadapter à tout. Pour commenter cette infortune qui pèse sur leur nature, notre cher maître, l'incomparable Mullah Nassereddin, a encore quelques sentences très sages. Il dira par exemple en pareil cas: si tu n'as pas de chance dans la vie, tu attraperas une maladie vénérienne même avec la marraine. Ou encore: et mon pauvre ami, en te mettant au monde, ta mère vient de chanter une complainte arménienne. En de telles occasions, l'interprète de la sagesse populaire russe, Kouzma Proutkov, a lui aussi une bonne formule. Le plus malheureux de nous tous, c'est encore la pomme de pin. Tous les macares trébuchent sur elle. Je le répète, l'infortunée nature de la planète Terre doit continuellement et sans répit s'adapter à se manifester autrement, toujours autrement, afin de se maintenir dans l'harmonie cosmique générale. Pour que tu te représentes et comprennes mieux de quelle manière l'infortunée nature s'adapte en vue d'obtenir l'équilibre des vibrations exigées de cette planète pour l'harmonie cosmique générale, il me suffira de te parler d'un fait qui se produit en ce moment là-bas, à la suite du processus qu'ils ont nommé guerre mondiale. Au cours de ce processus, il arriva, sans doute parce que les êtres allemands avaient inventé ce qu'on appelle des gaz toxiques, et les êtres anglais ce qu'on appelle des mitrailleuses spéciales à tir rapide, que le nombre de rasquarnos ou morts, non prévus par la nature, dépassa cette fois de beaucoup les limites du nécessaire. En d'autres termes, pour parler comme ces candidats asnamous que sont les hommes d'affaires contemporains, il y eut surproduction de morts d'êtres tricérébraux. Aussi la nature dut-elle de nouveau se donner beaucoup de peine, ou comme l'on dit, suer sang et eau, pour corriger cette imprévoyance et s'adapter une fois de plus de la manière voulue. Cette fois-ci, comme j'ai pu m'en assurer au cours de mon dernier séjour là-bas, et comme cela me fut confirmé plus tard par un hétérogramme, la nature est de toute évidence en train d'accroître, en vue des temps futurs, la natalité des êtres d'autres formes. Je remarquai moi-même que dans les villes de Petrograd et de Tiflis, situées dans la grande communauté de Russie, où périrent pendant la guerre mondiale plus d'êtres que dans n'importe quelle autre communauté, des quadrupèdes nommés loups, quadrupèdes que l'on ne rencontre jamais dans les régions habitées, et qui détestent les hommes, couraient déjà par les rues. Quant à l'information communiquée par hétérogramme, elle précisait que dans la grande communauté de Russie, la natalité des êtres rongeurs appelés souris et rats avait augmenté dans de telles proportions qu'ils avaient déjà dévoré presque toutes les réserves de vivres des êtres de cette communauté. Cet hétérogramme annonçait encore que les détenteurs de pouvoir de la communauté de Russie en avaient appelé aux êtres d'une autre communauté européenne pour entreprendre la destruction de l'existence de ces petites créatures dont le nombre s'était multiplié parmi eux. En retour, ils promettaient de leur donner autant d'argent qu'ils voudraient. Une réduction temporaire du nombre de ces pauvres rats et souris pourrait sans aucun doute être obtenue par les moyens variés dont disposent ces spécialistes pour la destruction de l'existence, mais jamais ils ne consentiront à l'entreprendre gratuitement. Et quant à leur donner cet argent, les êtres de Russie, malgré leurs promesses, ne seront bien entendu pas en état de le faire, vu que cela pourrait leur coûter beaucoup plus cher que leur dernière guerre. Et pour tirer de l'argent des sources auxquelles ils avaient puisé sans compter pendant ce grand processus, comme le dit notre cher Mullah Nassereddin, pour cela, tu veux rire, même un âne peut comprendre qu'en temps de paix, la viande de moujik ne vaut rien. Ayant dit, Belzébuth se tut. Considérant en silence son petit-fils, il semblait attendre de lui quelque chose. Celui-ci, comme se parlant à lui-même, dit d'un ton triste, presque désespéré. Comment tout cela finira-t-il? N'y a-t-il vraiment pas une issue? Est-il possible que les malheureuses âmes qui se forment sur cette malheureuse planète demeurent éternellement dans un état de non-perfection? Est-il possible qu'elles aient à se revêtir sans fin de formes planétaires variées et à languir dans les siècles des siècles à cause des maudites conséquences des propriétés de l'organe Kunda Buffer,
implanté dans le corps planétaire des premiers êtres tricentriques de la Terre, pour des raisons qui leur étaient tout à fait étrangères? Où donc est ce pilier sur lequel est censé reposer notre mégalocosmos tout entier, et qui porte le nom de justice? Non, cela ne peut pas être. Il y a là quelque chose de faux, car pas une seule fois depuis ma venue au monde, le moindre doute ne s'est insinué en moi quant à l'existence de la justice objective. Il faut absolument voir clair et comprendre. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, le but de mon existence sera désormais de comprendre clairement pourquoi les âmes qui apparaissent en ces êtres terrestres tricérébraux se trouvent dans cette situation d'une horreur sans précédent. Puis, le pauvre Assin, tout accablé, baissa la tête et resta pensif. Belzébuth le considéra d'un regard étrange. Étrange parce qu'il laissait transparaître son amour pour Assin, et qu'en même temps l'on pouvait y sentir combien il était heureux que son petit-fils éprouve une telle tristesse. Le silence se prolongea pendant un temps assez long. Enfin Belzébuth eut un profond soupir, comme venant du fond de son être, et, se tournant vers son petit-fils, lui adressa les paroles suivantes. « Oui, mon cher Assin, il y a certainement là quelque chose qui n'est pas juste. Mais si rien n'a pu être fait pour les êtres de cette planète par celui qui possède à présent la raison du Pokulad sacré, et qui est l'un des premiers assistants de notre éternité dans l'administration du monde, le très saint Ashiata-Sheyimash, si lui n'a rien pu faire, que pouvons-nous espérer, nous dont la raison ne dépasse guère celle des êtres ordinaires? Te rappelles-tu, dans ces réflexions recueillies sous le titre « Horreur de la situation », le très saint Ashiata-Sheyimash disait « S'il est encore possible de sauver les êtres de la terre, le temps seul pourra le faire. » Quant à nous, nous ne pouvons que répéter ces paroles à propos de la terrible particularité dont nous venons de parler, c'est-à-dire leur processus périodique de destruction mutuelle. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est que si cette particularité des êtres terrestres doit disparaître de cette infortunée planète, cela ne se fera qu'avec l'aide du temps, soit sous la direction d'un être d'une très haute raison, soit grâce à certains événements cosmiques exceptionnels. Sur ces mots, Belzébuth se remit à fixer Assin du même regard étrange.